Nous avons l'habitude de regarder la Russie depuis l'ouest, c'est-à-dire là où nous nous trouvons. Or, la politique étrangère russe s'intéresse à toutes les régions frontalières de la Russie, et en particulier ce qu'on appelle son proche étranger, c'est-à-dire les pays qui furent autrefois intégrés à l'URSS. Dans cette série sur la Caspienne, nous allons essayer de comprendre pourquoi la Russie s'intéresse tant aux pays du Caucase, comment elle procède et avec quel succès. Vous allez pouvoir voir sur les cartes que sur le flanc sud de la Russie, les enjeux sont multiples et c'est cela que je voudrais essayer de démêler aujourd'hui. Si on regarde ce Caucase que nous avons analysé en détail la semaine dernière, mais selon une logique vue de Moscou, la Russie a 4 raisons au moins de se préoccuper de ce flanc sud. L'accès à la mer, les voisins, la religion et les facteurs économiques. Reprenons dans le détail. D'abord l'accès à la mer. Novorossiysk est le seul gros port russe sur la mer Noire et il est désormais au bord de la saturation. Or, avec la tension permanente entre la Russie et l'Ukraine, l'intérêt de la Russie pour les ports de la Géorgie prend son sens. On voit bien ici la route qui longe la rive nord-est de la mer Noire pour relier le port russe de Sotchi au port géorgien de Soukoumi, Pti et Batoumi. Ensuite, le Caucase pour la Russie, c'est la frontière avec la Turquie et l'Iran, qui sont 2 voisins difficiles pour Moscou. C'est là ce qu'on appelle quelquefois l'arc de crise moyen-orientale, Turquie, Iran, et plus à l'est de notre carte, Afghanistan et Pakistan. Et si cet arc est appelé de crise, c'est à cause de l'instabilité politique qui y règne. Et puis enfin, le voisinage islamique. On est là à la zone de contact entre chrétiens et musulmans, et la Russie est préoccupée par, entre guillemets, la contagion islamiste. Le pays compte en effet 10 millions de musulmans, soit à peu près 7% de la population totale. Les Azéris sont en majorité des musulmans chiites, et la proximité de l'Iran chiite inquiète Moscou. Et puis enfin, il y a le souvenir de la très mauvaise expérience afghane, dont je vous parlerai en détail la semaine prochaine. Et puis, dernier élément, pour Moscou, il y a la dimension économique, en particulier le pétrole d'Azerbaïdjan, où là, les réserves sont considérables. La compétition pour l'extraction, l'exploitation, l'évacuation est vive entre de nombreux acteurs, les Russes, les Turcs, les Iraniens, les Européens, les Asiatiques, les Américains. Alors dans ce jeu complexe, maintenant que les États du Caucase sont indépendants, Moscou cherche à s'assurer que ses intérêts sont bien pris en compte et pour cela pratique une déstabilisation des pouvoirs politiques et une sape des indépendances économiques. C'est-à-dire une politique d'instrumentalisation des conflits qui sont propres au Caucase, avec un jeu de soutien aléatoire, croisé et varié. Alors ça se traduit comment? Sur le terrain. Premier cas d'étude, la Géorgie. Au moment de l'éclatement de l'URSS, la Géorgie a clairement affiché qu'elle refusait d'adhérer à la CEI. Or, comme les Ossètes et les Abkhazes ont manifesté des velléités d'indépendance vis-à-vis de la Géorgie, les Russes ont activé ces velléités pour faire pression. Conséquence, 2 conflits sanglants par lesquels la Géorgie est mise en sérieuse difficulté. Le premier, en Ossétie du Sud, le conflit s'est arrêté avec l'arrivée d'une force d'interposition russe, ce qui était doublement bien joué pour Moscou, affaiblir le pouvoir de Tbilissi et prépositionner des forces militaires russes des 2 côtés du Caucase. Le second, en Abkhazie, où les affrontements se sont arrêtés dès que la Géorgie a déclaré vouloir adhérer à la CEI et accepter un accord de sécurité avec Moscou. Cet accord prévoit notamment la présence de 4 bases militaires russes en Géorgie, Moscou retrouvant ainsi les anciennes bases de l'Union soviétique. Et dès l'accord, Moscou cesse son soutien aux combattants abkhazes. Aujourd'hui, on a une situation où chacun tient l'autre. Le risque pour les Russes serait de voir la Géorgie quitter la CEI et chercher d'autres soutiens. Rappelons que tout cela se passe dans le Caucase, c'est-à-dire tout près de la Tchétchénie. Alors pour sortir de ce face-à-face avec la Russie, les Géorgiens mettent en place un axe routier direct entre la Géorgie et la Turquie et prévoient une ligne ferroviaire parallèle à cette route. Et puis l'objectif avoué de Shevardnadze, le président géorgien, serait de récupérer les exportations iraniennes vers l'Europe, c'est-à-dire les faire transiter non plus par le golfe arabo-persique, mais via la Géorgie et la mer Noire. Deuxième cas d'étude dans le Caucase, l'Azerbaïdjan.
Les réserves de pétrole en mer Caspienne sont considérables. L'exploitation de nouveaux gisements en offshore a commencé en 1995 au large des côtes de l'Azerbaïdjan. Les principaux gisements en Caspienne sont ceux de Guneshli, Chirag et Azeri. Guneshli qui fournit à lui seul déjà 60% de la production actuelle. Là, deux grosses questions en suspens. Le statut de la mer Caspienne n'a toujours pas été tranché. La Russie prétend que la Caspienne est un lac. Elle ne veut pas y appliquer le droit de la mer, car avec désormais de multiples riverains, il y a plusieurs zones économiques exclusives, et cela induit évidemment la répartition des hydrocarbures. Les Russes ont beaucoup de mal à accepter que ces richesses leur échappent, alors que ce pétrole avait si longtemps profité à l'Empire soviétique. Et puis ensuite, il y a l'évacuation du pétrole. Un consortium international gère l'exploitation des ressources pétrolières azéries en Caspienne, et Moscou a obtenu que la production azérie soit en partie exportée par deux oléoducs. L'un passera par la Géorgie, l'autre sera russe, c'est-à-dire qu'il traversera la Tchétchénie et le Caucase du Nord pour rejoindre le port russe de Novorossiysk, empruntant ainsi les anciens réseaux de l'ère soviétique. Là encore, belle victoire pour les Russes, qui touchent des royalties pour le passage de ce pétrole et qui récupèrent un moyen de pression sur le gouvernement azéri. Alors que retenir de tout cela ? Eh bien, avec ces pays récemment indépendants, on est là désormais dans une région où se joue une énorme compétition internationale pour l'accès au gaz et au pétrole. Les enjeux sont peut-être d'abord énergétiques, mais en fait, ils redeviennent peu à peu stratégiques, puisque l'on voit les États-Unis venir chasser dans l'arrière-cour de la Russie. On constate tout de même une présence d'instructeurs américains dans l'armée azérie. Il n'y a pas que des ingénieurs et des géologues chargés de travailler sur le pétrole. Et quant à la Russie, on vient de voir qu'elle cherche par tous les moyens à se recréer à son profit une zone d'influence dans le Caucase. En fait, ce contrat pétrolier agit un petit peu comme un révélateur. La Russie ne veut pas le Caucase uniquement pour son pétrole, ses stations thermales, son manganèse, ses ports sur la mer Noire. Elle veut le Caucase parce qu'elle a le sentiment que cette région lui appartient.